Donc une des particularités de Le Corbusier, c'est que c'est un artiste protéiforme, enfin artiste plus connu comme, essentiellement connu comme architecte, même si pour lui, dans sa vie, la peinture avait autant d'importance que l'architecture, et qu'il passait en fait toutes ses matinées dans son atelier à peindre, pour ensuite rejoindre ses collaborateurs donc dans son agence l'après-midi. Donc lui a toujours considéré que les deux pratiques avaient autant d'importance dans sa vie, même si la critique ne l'a pas reçu de cette façon-là, et que même aujourd'hui, même si on reconnaît certains de ses travaux de peintre, il n'a pas du tout la même reconnaissance, en tout cas en tant que peintre qu'architecte. Mais au-delà de la peinture, il a aussi pratiqué la sculpture, il a fait des vitraux, des mosaïques, il était urbaniste, donc il a vraiment touché à différents supports. Et là, on le voit sur cette photo dans son atelier, dans son appartement-atelier de la rue Ningesser-Récoli. Donc on le voit travailler sur un dessin, derrière lui on voit quelques toiles, une sculpture. Et en fait, pour lui, en fait, par synthèse des arts, il entend donc renouer vers une œuvre d'art totale où il pourrait faire cohabiter donc l'architecture, la sculpture et la peinture, mais c'est essentiellement ses propres pratiques qu'il a fait cohabiter. On verra qu'il a quand même collaboré avec quelques autres artistes, mais qu'en général, c'est plutôt des œuvres d'art où lui seul va intervenir. Mais pour lui, toutes ces pratiques ont la même place. Et il aimerait que chacune ait sa spécificité et qu'il n'y ait pas de hiérarchie en fait entre ces différentes pratiques. Je vais vous montrer quelques illustrations de ces liens entre art et architecture chez Le Corbusier. Donc dans sa jeunesse, il a voyagé, notamment en Grèce. C'est un voyage qui l'a beaucoup marqué. Et on a là une image donc de l'Erechtheion où on voit ces caryatides qui sont à la fois des éléments sculpturaux mais également structurels. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Le Corbusier. Là, c'est une comparaison entre une maison qu'il construit assez tôt dans sa carrière, la Village Fauve à La Chaux-de-Fonds, et une œuvre qu'il réalise peu de temps après, qu'il considère comme son premier tableau, qui s'appelle La Cheminée, et qui est un détail en fait d'un rebord de cheminée sur lequel on voit un cube, qui est un volume qui nous rappelle une architecture. Et en fait, la maison qui est à côté a cette façade très particulière, très étrange, avec ce carré blanc qui n'a pas d'intérêt fonctionnel, mais qui est comme une ouverture, comme voilà, un carré blanc. On ne sait pas si c'est un écran. Là, c'est une œuvre, une de ses premières œuvres aussi, enfin en tout cas de la période puriste, et un dessin qu'il a reproduit dans l'Esprit Nouveau, donc, où l'on voit des tracés régulateurs. En fait, on le voit organiser son dessin de la même façon qu'il le ferait pour un dessin d'architecture. Là, c'est plus tardif, c'est donc une image de l'inauguration de la Cité radieuse de Marseille, où Le Corbusier a placé des bas-reliefs de béton sur le bâtiment. Alors ça, c'est une ouverture sur le paysage, c'est aussi une façon de cadrer ou de sculpter le paysage. Donc c'est à Corso, j'imagine que certains d'entre vous connaissent. C'est une villa que Le Corbusier avait réalisée pour ses parents. Et on a donc cette fenêtre assez particulière aussi dans le jardin, qui en fait permet de faire un tableau du paysage. Et ensuite, c'est une photo du cabanon, donc le cabanon que Le Corbusier s'est construit tout à la fin de sa vie à Roquebrune-Cap-Martin, et qui était, comme beaucoup de ces architectures, peintes par des peintures murales. Alors on a quand même une contradiction, c'est que pour Le Corbusier, l'architecture
est une synthèse des arts en elle-même. Et donc là, il dit l'architecture à elle seule est un support de lyrisme total. Une pensée totale peut être exprimée par l'architecture seule. L'architecture se suffit à elle-même. Mais j'ajoute sans tarder, l'architecture en certaines occasions peut satisfaire à ces tâches et augmenter le plaisir des hommes par une collaboration exceptionnelle et magnifique avec les arts majeurs, peinture et statuaire. Donc à ce moment-là, il parle de peinture et statuaire. Plus tard dans sa carrière, il y aura d'autres pratiques qui vont se rajouter à ça. Donc là, je vous ai montré quelques exemples, mais là, je vais m'attarder plutôt sur donc trois cas. Tout d'abord, je vais vous parler de la maison comme œuvre d'art, en prenant comme exemple certaines maisons de sa période puriste, donc des années 20. Ensuite, je parlerai plutôt de la période acoustique, et notamment du pavillon Philips ou de la chapelle de Ronchamp. Et en troisième partie, je m'attarderai sur l'exemple du pavillon de Zurich, donc, qui est un pavillon d'exposition destiné à exposer les œuvres de Le Corbusier. Alors tout d'abord, la maison comme œuvre d'art. Donc j'ai pris comme exemple la maison Laroche, qui a été donc commandée à Le Corbusier par Raoul Laroche, qui était un banquier bâlois, qui avait une collection de peintures, et notamment de peintures de Le Corbusier et d'Amédée aux enfants, mais aussi de Picasso, Braque, Lipchitz. Et cette collection a été faite sur les conseils de Le Corbusier notamment. Et Raoul Laroche donc, demande à Le Corbusier de lui construire une maison dans laquelle pourrait prendre place et être mise en valeur donc, cette collection. Et il lui demande même de travailler sur l'accrochage, sur l'installation de ses œuvres d'art dans cette maison. Et donc là, il compare la maison et le tableau, et il estime que la maison comme le tableau sont des produits nécessaires à l'homme, donc pour répondre à des besoins d'ordre spirituel déterminés par les standards de l'émotion. Là, c'est un comparatif entre le plan, un des plans initiaux de la maison Laroche, et une œuvre qu'il réalise à la même période, qui s'appelle La nature morte verticale, où on retrouve assez clairement des correspondances. Et donc j'ai remis cette image à nouveau pour montrer vraiment ces liens entre l'architecture et la peinture, et essentiellement quand on est dans cette période puriste, donc la première période picturale de Le Corbusier, sachant que le purisme, c'est un mouvement pictural qu'il a créé avec Amédée aux enfants. Et donc là, c'est quelques vues de la maison donc telle qu'elle est réalisée. Et c'est la première fois que Le Corbusier parle de promenade architecturale. C'est une maison donc, qui a des volumes vraiment très particuliers, avec une très haute hauteur sous plafond dans la pièce principale, donc qui fait 3 niveaux. On a aussi donc une rampe qui monte sur le toit, une passerelle, une sorte de balcon. Et donc cette maison est vraiment étudiée pour qu'on puisse avoir des points de vue très diverses sur les murs et donc sur les toiles qui seront exposées. La lumière également est étudiée pour pouvoir voir les œuvres. Donc c'est une lumière qui vient du haut, soit par des baies vitrées qui sont en hauteur, soit carrément par des ouvertures sur le toit, des puits de lumière. Et donc Le Corbusier parle d'un spectacle architectural. Et on a sur cette image un comparatif entre un dessin préliminaire d'essai de polychromie. En fait, il a fait des tests donc, de couleurs parce qu'on considère souvent que Le Corbusier a fait des maisons blanches, mais en fait, il a beaucoup travaillé sur la couleur. Et il estime que, comme il le dit, que la couleur va donc affirmer certains volumes ou au contraire les effacer. Il dit l'intérieur de la maison doit être blanc, mais pour que ce blanc soit appréciable, il faut la présence d'une polychromie bien réglée. Les murs en pénombre seront bleus, ceux en pleine lumière seront rouges. On fait disparaître un corps de bâtisse en le peignant en terre d'ombre naturelle pure, et ainsi de suite.
Et le paradoxe de cette maison, c'est que, en fait, quand elle a été terminée, Raoul Laroche l'a trouvée tellement belle et tellement parfaite comme ça qu'il avait ensuite voilà, de la peine à imaginer cette maison avec des tableaux sur les murs. Il y a eu d'ailleurs des conflits entre Le Corbusier et Amédée aux Enfants sur l'accrochage, puisque voilà, Amédée aux Enfants voulait... ils ont essayé de faire l'accrochage ensemble, mais ils n'avaient pas la même vision de cet accrochage, et notamment Le Corbusier, finalement, n'arrivait plus à placer les œuvres, en tout cas, pensait qu'il fallait en mettre très peu pour ne pas gâcher sa maison. Et là, on a donc une photo de la galerie pleine de tableaux. Et effectivement, ça ne fonctionne pas très bien. Ça, c'est une citation de Charlotte Perriand qui découvre cette maison et qui dit « C'était pénétrer religieusement dans un monde inconnu, musical, harmonieux, se trouver en osmose, en communion totale avec le tout, par tous les sens de l'être. Le Corbusier m'aviez bien eu. C'était en 1927, ma première visite à La Roche. Quel choc, comme une oppression de bonheur. Dans le cheminement, l'œil, les sens enregistrent les vibrations en continuité. » Voilà, je vais vous parler ensuite un peu de la Villa Savoie, donc qui est réalisée quelques années après la Villa Laroche, et pour laquelle Le Corbusier insiste encore davantage sur cette idée de promenade architecturale. Donc c'est une maison qui est aussi assez sculpturale en elle-même. Et on a donc cette idée de promenade et de circulation qui est vraiment mis en avant et recherchée par Le Corbusier, du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, jusqu'au toit. Déjà, donc on est à l'époque de la voiture, de la mise en avant de la voiture, et on a au rez-de-chaussée une circulation tout autour de la maison abritée, en fait, qui permet de faire le tour, en fait, d'arriver avec sa voiture, de faire le tour de la maison, de s'arrêter devant la porte et de repartir, en fait, sans faire de demi-tour. Dans cette maison, il y a aussi des rampes qui relient les différents niveaux, des escaliers en colimaçon, donc une espèce de circulation souple, et puis beaucoup d'ouvertures, des ouvertures donc sur l'extérieur. Si on revient sur la photo précédente, on voit cette fenêtre en longueur qui fait quasiment, enfin qui fait, oui, à part les angles, qui fait vraiment tout le tour du bâtiment. Et ces grandes baies vitrées qui permettent aussi d'avoir des points de vue sur les différents angles de la maison, jusqu'à la terrasse, en fait, qui inclut des volumes très sculpturaux. Et à nouveau des ouvertures sur le paysage. C'est une maison qui est donc dans un grand parc avec de la verdure autour, et Le Corbusier crée des ouvertures pour pouvoir regarder le paysage alentour. Ça, c'est une photo de l'escalier qui en lui-même est une sculpture, et d'autres escaliers qu'il va faire un peu plus tard pour l'appartement de Charles de Bestegui à Paris, ou encore plus tard pour le musée de Chandigarh. Ensuite, je vais vous parler donc de ce qu'on pourrait considérer comme une œuvre d'art totale. C'est la période, en fait, acoustique. Et donc, dans cette période, en fait, enfin, plutôt même dès 1940, donc Le Corbusier a beaucoup écrit sur la collaboration des arts majeurs. Et en fait, pour lui, cette synthèse des arts est un point de départ vers une nouvelle perception de l'espace. Un espace qu'on ne pourrait pas décrire, mais plutôt ressentir. Et c'est un espace qui conjuguerait différentes productions artistiques dans une volonté d'unité et d'harmonie. Et c'est là qu'apparaît le terme d'acoustique. En fait, pour lui, donc il va écrire en 1945 un texte qu'il appelle l'espace indicible, qui décrit un espace, en fait, qui résulterait d'un processus de résonance multiple, la résonance des lieux, des bâtiments et des objets. Et pour lui, on voit également, voilà, avec l'ouïe et pas uniquement avec les yeux. Il parle d'une vision qui serait optique, mais également acoustique. Donc dans cette période, il réalise la chapelle de Ronchamp, qui est son premier bâtiment réellement sculptural. Et cette chapelle a des formes qui rappellent un petit peu les sculptures,
qu'il a fait en collaboration avec l'ébéniste Joseph Savina. Et ces sculptures, en fait, nous montrent des oreilles, enfin des cornets acoustiques, et qu'on retrouve également un petit peu dans cette architecture. Cette chapelle, en plus d'être sculpturale, est installée sur une colline. Elle s'ouvre sur le paysage et en fait, elle rayonne d'une certaine façon. Il y a vraiment des résonances entre le bâtiment et le décor alentour. Et Le Corbusier y a également ajouté des éléments, enfin comme une porte par exemple qu'on voit sur l'image de gauche, qui est une porte coulissante, enfin coulissante plutôt, qui tourne sur son axe, qui est pivotante, pardon, et qui est couverte de feuilles de tôle d'acier émaillées avec des couleurs vives. Et il a également réalisé des vitrages. Et donc là, voilà, on a ce paradoxe où il parle de synthèse des arts et en même temps, il estime que l'architecture est la synthèse des arts majeurs. L'architecture est forme, volume, couleur, acoustique, musique. Et si on enchaîne sur cette idée de musicalité, je vais vous parler un petit peu du pavillon Philips, qui est un bâtiment qui a été détruit, qui a été réalisé à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 par Le Corbusier et Yanis Xenakis, qui travaillait pour l'agence Le Corbusier à cette époque-là, et des compositions d'Edgar Varèse et également des compositions musicales d'Edgar Varèse et de Yanis Xenakis. Donc ce bâtiment est une performance à différents titres. C'est déjà une performance architecturale avec un plan très complexe. Un plan en fait qui est constitué de coques qui sont des paraboloïdes hyperboliques et des parois faites en fait de petites plaques qui sont réalisées sur place et puis qui sont installées par un échafaudage mobile et qui sont maintenues par un double réseau de câbles. Mais ce bâtiment est aussi une performance dans la mesure où en fait les visiteurs vont vivre une réelle expérience sensorielle. En fait, dans ce bâtiment va être diffusée de la musique électronique, ce qui à l'époque est assez nouveau. Et Le Corbusier va composer ce qu'il a appelé le poème électronique. C'est en fait un montage, un diaporama fait à partir d'images qu'il va choisir et qui vont être diffusées sur les différents murs du bâtiment. Sur une musique donc d'Edgar Varèse. On a ici une image de l'intérieur du bâtiment avec donc toutes ces petites installations, tous ces petits éléments qui sont là pour diffuser le son et quelques images parmi les diaporamas qui sont diffusés à ce moment-là. Et en troisième partie, je vais vous parler des expositions de Le Corbusier, et en particulier du pavillon de Zurich. En fait, Le Corbusier a beaucoup réfléchi l'espace muséal tout au long de sa carrière. Il a donc construit des maisons pour collectionneurs, des pavillons d'exposition. Il a également eu des projets de musée, enfin, dont quand même 2 qui ont été réalisés, un à Tokyo et un à Chandigarh. Mais il a pensé, dès les années 50, un projet de pavillon démontable qu'il pensait au départ placer en fait dans une exposition sur la synthèse des arts à la Porte Maillot en 50. En fait, en 49, aux côtés de Bloch, il va faire partie d'une association pour une synthèse des arts plastiques qui va chercher donc les conditions pour une collaboration valable entre les architectes, les sculpteurs et les peintres. Et dans le cadre de cette association, il projette une exposition en 50, mais ce bâtiment ne sera finalement pas construit.
Et c'est tout à la fin de sa carrière que ce bâtiment va être réalisé sous l'impulsion d'Heidi Weber, qui est sa galeriste zurichoise en fait, la première qui a défendu l'œuvre picturale de Le Corbusier et qui qui a le souhait en fait de présenter l'ensemble de l'œuvre de Le Corbusier. Donc aussi bien son architecture, sa peinture, sa sculpture, ses meubles, la céramique, des tapisseries, la lithographie et également ses textes dans un bâtiment qui est donc devenu le pavillon de Zurich. Et donc ce bâtiment est vraiment étudié pour que chaque œuvre qui est exposée trouve un écho. Et Le Corbusier écrit dans un texte qu'il intitule La Sainte Alliance des Arts Majeurs ou le Grand Art en Gésine. Autour de l'édifice, dedans l'édifice, il est des lieux précis, lieux mathématiques qui intègrent l'ensemble et qui sont des tribunes d'où la voix d'un discours trouvera son écho tout autour. Lieu porte-voix, porte-parole, haut-parleur. Et donc en fait, si effectivement l'espace doit s'adapter à l'œuvre pour lui donner une résonance, l'œuvre va également faire résonner l'architecture et nous faire percevoir l'espace d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment une harmonie qu'il faut trouver entre ces deux éléments. Ça, c'est un dessin, un croquis en fait, de Le Corbusier qui imagine une exposition de ses propres œuvres. Voilà, une installation, un accrochage possible pour l'exposition nationale d'art moderne, au musée d'art moderne qui lui est consacré en 1953. Et donc ça, c'est un extrait du texte qui s'appelle L'espace indicible, où il écrit action de l'œuvre, architecture, statue ou peinture sur l'alentour, des ondes d'écrit ou des clameurs, entre parenthèses le Parthénon sur l'acropole, des traits jaillissant comme par un rayonnement, comme actionné par un explosif, le site proche ou lointain en est secoué, affecté, dominé ou caressé. Réaction du milieu, les murs de la pièce, ses dimensions, la place avec le poids divers de ses façades, les étendues ou les pentes du paysage jusqu'aux horizons, toute l'ambiance vient peser sur ce lieu où est une œuvre d'art. Donc en fait, dans cette idée, il y a l'action de l'œuvre et la réaction du milieu. Et donc là, on revient sur le pavillon de Zurich. On a un croquis préparatoire et là, quelques images du bâtiment. Sur lequel donc c'est un bâtiment qui est constitué d'une structure en acier et qui a la particularité d'avoir été en fait c'est le toit qui a été construit en premier et donc le toit est totalement indépendant de la structure qui est en dessous et ce toit détaché de la structure a pour intérêt de créer un espace sur le bâtiment. Un espace qui permettra d'exposer des œuvres un peu plus monumentales puisque le pavillon est somme toute assez petit et Le Corbusier imagine pouvoir exposer des sculptures ou des choses en tout cas plus importantes, plus volumineuses sur le toit. Donc ça, ce sont des plans et élévations de ce bâtiment. Et donc on voit aussi bien sur ces dessins que sur le bâtiment qu'il y a également à nouveau ici l'utilisation d'une polychromie et que en fait donc ce sont des panneaux donc qui sont en aluminium ou émaillés ainsi que des panneaux vitrés. Et en fait, cette polychromie est utilisée par Le Corbusier finalement comme il utiliserait de la couleur sur une toile. Voilà, merci de votre attention.